Bonsoir Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical CGT du groupe PSA Peugeot Citroën. On va parler de votre manifestation à vous également, puisqu'elle était prévue déjà pour le 1er décembre. Il se trouve que, évidemment, vu le contexte, vous en avez, j'imagine, profité pour rajouter au lot des revendications des mesures peut-être sur le pouvoir d'achat. Vous pouvez peut-être nous en parler. Et sur le cortège. Alors justement, l'aspect sécuritaire, ça vous connaît, puisque les confédérations ont quand même de l'expérience en la matière. Tout est prêt. Comment ça va se dérouler de votre côté demain ? Écoutez, du côté de la CGT, ça va se dérouler comme habituellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un service d'ordre qui est chargé d'encadrer le cortège de la manifestation. Avec un tracé connu qui a été déclaré en préfecture. C'est comme ça que ça se passe. Après, les abords de la manifestation, ce qui peut se passer à l'extérieur de la manifestation, ça ne relève pas de la responsabilité du service d'ordre de la CGT. Mais vous, à votre niveau, vous n'avez pas de crainte particulière? Vous êtes sûr que tout va... Aucune crainte, aucune inquiétude, et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde à cette manifestation parce que le contexte aidant, évidemment, il faut absolument que le plus possible de travailleurs, de retraités, de chômeurs descendent dans la rue, manifestent, expriment leur colère et expriment des revendications qui seront utiles pour mener cette lutte contre le gouvernement et contre le grand patronat. On va reparler d'Édouard Philippe et de ses annonces, ou non-annonces d'ailleurs, aujourd'hui. Un mot sur... j'aimerais votre réaction. On a un invité dans la demi-heure qui précède qui nous a dit, bon, finalement, les confédérations syndicales, elles sont complètement à l'ouest, je résume son propos, elles sont vraiment laissées de côté, elles n'ont pas saisi le momentum, elles n'ont pas réussi à entrer dans la danse. Mais ce n'était pas votre intention dès le départ. Vous avez toujours voulu rester en retrait de ce mouvement Gilets jaunes? Écoutez, moi je ne veux pas parler... Vous êtes content d'être en parallèle, mais pas... Moi, là où je suis content, où je reconnais le mérite du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir pu poser le problème du pouvoir d'achat en France d'une manière extrêmement claire et sur un niveau national. Depuis des semaines, moi, j'ai jamais autant discuté depuis ces dernières semaines, pouvoir d'achat, augmentation de salaire, milliards de bénéfices, dividendes versés aux actionnaires, parce que le nœud du problème, il est là. Alors, aujourd'hui, moi, je suis convaincu, et je suis convaincu depuis le début, que la prolongation du mouvement des Gilets jaunes doit se dérouler dans les entreprises. Là où se crée réellement la richesse, là où s'enrichissent ces grands actionnaires, ces grands capitalistes de ces grandes entreprises du CAC 40. C'est là où on est le plus efficace pour pouvoir les faire reculer et pour pouvoir faire reculer le gouvernement. Ouvre la porte à certains Gilets jaunes, en tout cas, il la ferme à l'idée d'une revalorisation du SMIC. Il n'y en aura pas au 1er janvier. Ça a été exclu. Tout à fait, oui. Ça a été cette annonce, et je considère cette annonce extrêmement importante. Pour moi, c'est une véritable déclaration d'offensive, de guerre. En disant ça, ça veut dire qu'il donne le message, il lance le message à toutes les grandes entreprises. Les salaires ne doivent pas augmenter. Il ne faut pas qu'on aille vers cette solution-là. Il faut que ça résonne comme un... Il n'entend pas les préoccupations sur le pouvoir d'achat en fermant la porte à cet aspect-là. Il n'y a pas eu de revalorisation du SMIC depuis 2012, depuis François Hollande. Depuis trop longtemps. Et quand il y a revalorisation, c'est de toute façon, ça ne fait pas le compte. Mais moi, je prends cette déclaration comme un... Il faut que les salariés le prennent comme un cri de guerre. Voilà, officiellement, devant tout le monde, Édouard Philippe dit les salaires ne doivent pas augmenter. Or, la solution au problème qui nous est posé de l'augmentation des taxes des carburants, de l'augmentation des prix en général et des impôts en général, c'est l'augmentation des salaires. Quand on est un salarié, notre seul revenu, on n'en a pas d'autre, notre seul revenu, c'est notre salaire. Si ce salaire-là reste bloqué depuis des années et pendant des années, c'est évident que, excusez-moi du terme, mais on va morfler. Et moi, c'est ce que mes camarades de travail me disent. Ça fait trop longtemps que nos salaires sont bloqués. Ça fait trop longtemps que pour remplir un caddie, pour payer ses factures, ça devient de plus en plus dur. Aujourd'hui, c'est la hausse du carburant. Demain, on a appris que c'était les tarifs d'EDF. Les mutuelles vont aussi augmenter. Enfin, bref. Peut-être un geste sur le gaz, mais... Un geste sur le gaz, mais ça va. Mais comprenez que ça fait trop longtemps qu'on a rogné sur le superflu. Le superflu, c'est les loisirs, c'est alors, je vais pas dire les sorties au restaurant parce que personne ne va au restaurant à 200 € comme un ministre le sous-entendait. C'est des sorties au McDo, et même les sorties au McDo, on ne les fait plus en famille parce que ça coûte trop cher. Parce que on a rogné sur le superflu. Le plein d'essence, c'est pas du superflu. On est obligé d'aller au travail avec sa voiture. Et
d'y revenir. Et donc c'est une évidence qu'il faut augmenter les salaires, qu'il faut augmenter les pensions de retraite, parce qu'il n'y a que ça pour protéger notre pouvoir d'achat. Et j'irai même plus loin. Si les prix doivent continuer à augmenter, pour protéger notre pouvoir d'achat, il faut que les salaires soient indexés à l'augmentation des prix. Sinon, on se paupérise. Sinon, on se paupérise, sinon on se fait avoir, et sinon, on n'y arrive plus. Jean-Pierre Mercier, vous écoutiez avec attention ce que disait cette jeune femme, notamment à la fin de l'entretien. C'est vrai qu'il y a un côté autogestion, solidarité et réalité qui est frappant avec ce mouvement. Bien sûr, et moi je m'y retrouve totalement. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs grèves qui ont duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y a moi je retrouve ce besoin de s'organiser, ce besoin de s'auto-gérer. C'est-à-dire il y a tous les problèmes de sécurité qu'il faut gérer, les problèmes de ravitaillement, de logistique. Et ça c'est il faut faire confiance aux gens. Voilà, D'autant qu'ils n'ont aucune expérience en la matière. Ce sont des salariés qui se sont retrouvés comme ça par hasard. Mais si, ils ont de l'expérience. Parce qu'ils gèrent leur famille, ils gèrent leur vie. Et ça, quand vous êtes un salarié, quand vous êtes un chômeur ou un retraité, vous le faites toute votre vie. Donc vous refaites le mieux possible ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Bien sûr qu'il faut manger, qu'il faut régler les problèmes d'alcool, parce que ça aussi dans des grèves, il faut y faire attention, des problèmes de sécurité. Enfin bref, c'est là où il faut faire confiance aux gens, au sens de la responsabilité des gens, parce que eux, en tout cas, ils veulent que ça se passe bien, ils veulent se faire entendre, ils veulent faire passer un message, et ils veulent surtout que leur mouvement grandissent et puis s'affirment pour gagner. Et puis les lycéens entrent dans la danse à leur manière. Une trentaine d'établissements ont été bloqués ce vendredi, pas toujours d'ailleurs avec les mêmes revendications. Écoutez-en quelques-uns. On ne revendique pas comme Gilets jaunes, mais en effet on soutient beaucoup de leur manifestation. On est sur le pouvoir d'achat qui baisse, sur l'augmentation des taxes. Pour nous étudiants, on est les générations futures de la France, on est les futurs citoyens et ça ne peut pas continuer comme ça. On constate actuellement qu'il y a un mouvement de contestation de la politique du gouvernement de manière générale qui est en train de se mettre en place, que ce soit par les Gilets jaunes, samedi il y a une manif de la CGT. Le blocus n'est pas en soutien aux Gilets jaunes, mais on a à la fois des convergences idéologiques et des divergences. Jean-Pierre Mercier, les lycéens, depuis quelques années, ils se greffent à tous ces mouvements de fond, comme ça. Comment vous observez ça, ce phénomène-là ? Moi, je l'observe avec beaucoup d'optimisme et ça donne du baume au cœur parce que c'est une jeunesse, de toute façon, c'est toujours frais. Oui, ils se projettent dans l'avenir. Peut-être un peu trop, quand j'ai des retraites notamment. Ça ne devrait peut-être pas faire partie de leurs préoccupations. Ils ont triplement raison. Quand c'était pour les retraites, ils avaient largement raison parce que ils voient autour d'eux leurs parents, leurs oncles, leurs tantes, enfin leur famille qui en bavent, où la vie est de plus en plus dure, où il y a le chômage, où les retraites sont remises en cause. Donc il y a les grands-parents. Enfin, ils sont pas hors de la vie, les lycéens. Ils sont vraiment à l'intérieur de la vie. Et quand ils réagissent comme ça, ils ont bien raison. Et c'est une manière de faire de la politique. C'est la meilleure des manières de s'intéresser aux choses de la société, aux choses de la vie et de faire de la politique. Ils ont bien raison parce que demain, de toute façon, ils seront au boulot ou ils seront au chômage et donc ils vont être confrontés de plein fouet à toutes les attaques à la fois du patronat ou du gouvernement. Donc ils ont tout intérêt à se former, à se mobiliser et à se former aux mobilisations. On se rend compte, en fait, que malgré les débordements, malgré les affrontements, malgré la casse occasionnée, auprès des Français, auprès de l'opinion dans son ensemble, le mouvement ne s'est pas étiolé. Au contraire, il a gagné en popularité. C'est un fait qui vous a frappé, ça ? C'est dire pour vous l'ampleur du problème aujourd'hui ? Moi, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné parce que il y a une colère de toute façon qui couvait dans le pays depuis très longtemps. C'est pas simplement les mesures d'Emmanuel Macron qui mettent en colère, c'est l'accumulation de celles qui ont été prises par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, évidemment par Emmanuel Macron. Il y a sans doute le mépris, l'arrogance du président, mais il y a surtout la vie quotidienne de tous les travailleurs, de tous les chômeurs, de tous les retraités, qui est de plus en plus dure. Et surtout, ce qui est très dur à vivre, c'est cette notion, ce sentiment d'injustice qui est énorme, où quand vous êtes un petit retraité, on vous augmente la CSG, quand vous êtes un étudiant, on vous prend 5 € sur l'APL, quand vous êtes un salarié, vous n'arrêtez pas de payer et votre salaire reste bloqué. Et
en face, quand je dis en face, c'est les riches. Il y a l'ISF qui est supprimé, c'est cadeau sur cadeau. Vous voyez vos patrons, quand vous travaillez dans des grandes entreprises, Carlos Ghosn à Renault, c'est 45 000 euros par jour. Carlos Tavares à PSA, c'est 18 000 euros par jour. C'est des actionnaires, c'est très très grands capitalistes qui brassent des milliards. Là, on vient d'apprendre que la famille Peugeot, le principal actionnaire du groupe PSA, est la 6e famille, c'est les 6e Français les plus riches en Suisse. Voilà, ils ont gagné 200 millions de plus cette année. C'est énorme. Et nous, on galère avec notre petit salaire. C'est évidemment une colère qui est tout à fait légitime et qui est en train de s'exprimer. Maintenant, pour qu'elle gagne, cette colère, pour qu'elle soit efficace, pour qu'on puisse avoir quelque chose au bout, il va falloir que cette colère, elle se prolonge dans les entreprises. Elle se prolonge parmi ceux qui fabriquent les richesses, ceux qui fabriquent ces plus-values, ceux qui fabriquent ces centaines de milliards. C'est les travailleurs qui sont en train de créer ces richesses. Il va falloir, moi je suis convaincu que la grève pour les salaires est à l'ordre du jour. Ça, j'en suis convaincu. Le secteur automobile, puisque vous en parlez, c'est un domaine évidemment que vous connaissez parfaitement. C'est en train de bouger, là, en ce moment ? C'est en train de bouger. Il y a eu des appels à la grève dans 2 usines de Renault, à Renault-Cléon et à Renault-Lardy, qui a été suivi. C'est pas encore le raz-de-marée, mais il y a une prise de conscience. En tout cas, il y a un ras-le-bol qui est dans la tête de tous les salariés. Dans le groupe PSA, on avait fait un appel à la grève pour le samedi 17. On en refait un pour ce samedi-là, puisque toutes les usines du groupe sont en suractivité et travaillent en samedi supplémentaire, et toutes les équipes militantes CGT, à l'ordre du jour, c'est de discuter débrayage, de discuter grève sur les salaires, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler dans un groupe qui est multimilliardaire et se satisfaire d'une augmentation générale comme on a eu en mars 2018 de 20 euros bruts. 20 euros brut, ça veut dire 15 euros net, alors que la famille Peugeot vient de se faire 200 millions de plus dans sa fortune. C'est quelque chose qui est pour nous inconcevable. Il va falloir que ces grands patrons mettent la main à la poche et augmentent les salaires. Ces divergences de vues, est-ce que ça affaiblit pas le mouvement ? Est-ce que ça brouille pas un peu le message dans ces conditions ? C'est compliqué d'exister. D'autant que les 8 représentants désignés l'ont été dans des conditions pas forcément... très transparent. Très clair, oui. Ça pose tout le problème de l'organisation d'un mouvement. Et il faut que ceux qui on touche aux limites de ce mouvement Gilets jaunes un peu ? On touche en tout cas aux problèmes récurrents qu'on a quand on démarre une grève, quand on démarre un mouvement de protestation. Comment ceux qui y participent peuvent le contrôler. Et il faut absolument que ceux qui y participent, ceux qui sont partie prenante, ceux qui sont vraiment en bagarre, qui sont en première ligne, se dotent de moyens pour contrôler leurs représentants, les élire. Enfin, il faut vraiment qu'ils soient élus, avec des revendications qui soient extrêmement claires, discuter, décider, voter par tout le monde. Oui, c'est des vastes assemblées générales. En tout cas, dans les usines, on essaye de fonctionner comme ça. Et on y arrive. Il faut avoir une volonté militante pour l'organiser, pour l'appliquer. Mais là, on touche très clairement à la démocratie dans un mouvement. Ce que j'appelle moi dans mon langage la démocratie ouvrière. Et quand cette revendication elle sort qu'il faut que les négociations soient retransmises en direct, oui, moi je la sens bien cette revendication. C'était une grève en Pologne avec Wałęsa où ça avait été retransmis. J'ai ce souvenir-là, en tout cas ça fait partie de ma formation. Oui, il faut que les négociations soient sous la pression de ceux qui se battent, de ceux qui luttent. Et comme ça, on pourrait voir qui dit quoi et surtout que les représentants, comment ils peuvent défendre les revendications, à quel moment ils flanchent. Et s'ils flanchent, faut les remplacer, en mettre d'autres. Oui, c'est un vaste problème, mais c'est vraiment un problème d'organisation. Et pour ça, il faut des militants qui proposent des formes d'organisation, des perspectives, où là, visiblement, il y a une grosse faiblesse. Ça, c'est certain. C'est des milliers de personnes qui ont appris beaucoup de choses durant ces dernières semaines. Ils ont appris à s'organiser, ils ont appris à la solidarité, ils ont appris à tenir un mouvement. Mais là, j'entendais cette personne qui disait au moins que le prix de l'essence baisse. C'est sûr que ça serait un succès, ça serait un premier recul, et faire reculer ce gouvernement, ça serait moi je pense que c'est l'appétit qui vient en mangeant. Ça appellerait d'autres succès, mais ça réglerait pas du tout le problème du pouvoir d'achat, parce que derrière vous allez avoir l'EDF qui va augmenter, vous allez avoir les mutuelles, vous allez avoir les prix qui vont continuer à augmenter, et ce que Macron pourrait céder sur l'essence, il le reprendrait d'une autre manière. C'est quand même le champion des tours de passe-passe, ce président, et donc c'est là où il
faut réfléchir sur ces revendications qu'on peut mettre en avant et qu'on doit défendre. Et moi, à mon sens, la seule revendication efficace pour protéger son pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. C'est là où on peut parer on peut se protéger de toute autre augmentation de prix. Il faut que les salaires augmentent en fonction des prix. Alors ça se fera au niveau des branches et des entreprises parce qu'il n'y aura pas de revalorisation du SMIC là encore. Voilà, et c'est là où l'affirmation de Édouard Philippe de refuser pour l'instant de donner un coup de pouce au SMIC, ça doit résonner comme un cri de guerre dans la tête de tous les travailleurs. Ça veut dire que les grands patrons de toutes les grandes entreprises, c'est quand même elles qui donnent le là et qui font la pluie et le beau temps en France, vont refuser d'augmenter les salaires. Et là, on touche au nœud du problème et la solution... Vous dites même c'est un message qu'il leur a envoyé de la part des... Oui, c'est un message extrêmement clair qu'il a envoyé à tous les chefs d'entreprise, à tous les grands chefs d'entreprise de ces grandes entreprises et à tous les salariés aussi. Il faut que les salariés le prennent comme tel. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement dit au patronat, il ne faut pas augmenter les salaires. Eh bien, il va falloir engager un bras de fer. Et ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est une grève générale en France pour imposer des augmentations de salaire. On va aussi parler de l'augmentation de la TVA avec ce mouvement assez inédit, un appel aux commerçants pour une TVA à 0% en décembre. Les Gilets jaunes des Côtes d'Armor ont des idées qui d'ailleurs ont vite fait réagir l'administration fiscale. Oui, je trouve l'initiative très bonne. À vos yeux ? Ah bah oui, une TVA à 0%. Vous savez, moi les taxes et les impôts, je suis partisan, il en faut. Mais il ne faut pas que ça soit... Mais ça s'appelle de la désobéissance fiscale, en fait. Eh bien, très bien. Mais il ne faut pas que ça soit les salariés, il ne faut pas que ça soit les chômeurs ni les retraités qui payent les impôts ni les taxes. Voilà, il faut que ça soit les riches. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on voit. On voit des riches qui n'ont absolument pas besoin de cadeaux, qui bénéficient. Là, pour l'impôt sur la grande fortune qui a été supprimé, c'est 4 à 5 milliards de cadeaux. Sans compter, derrière, quand certains riches sont propriétaires d'entreprises, je reviens sur la famille Peugeot, mais il n'y a pas que. Il y a les actionnaires de Renault, là, il y a la famille Muniez qui possède Auchan, paye 135 € d'impôts. Et ils sont millionnaires. Quand vous travaillez, vous passez votre temps à travailler ou à chercher du travail, comment vous pouvez vivre cette situation sans être en colère ? Elle est évidente, cette colère. Elle doit s'exprimer et elle est en train de s'exprimer. Donc des taxes à zéro, bien sûr que c'est une des solutions, couplée avec une augmentation des salaires. Là, vous avez bingo. On commence à vivre correctement de notre travail et c'est ce qu'on demande. La colère monte en France, mais également en Belgique. Lors d'une manifestation d'environ 300 gilets jaunes à Bruxelles, des incidents ont éclaté, on va le voir sur ces images, qui ont conduit d'ailleurs à l'incendie de 2 véhicules de police. 3 heures de défilé dans le calme, puis des échauffourées, au moment où les manifestants ont jeté des projectiles sur un cordon de police protégeant l'accès aux bâtiments officiels. Le Premier ministre Charles Michel a dénoncé des violences inadmissibles. Notez qu'il s'agit du premier rassemblement organisé dans la capitale belge par le mouvement de protestation.